Bonjour et bienvenue sur l'épisode 1 des dossiers pop culture. Moi c'est Madame et derrière la caméra, c'est Amy. Salut. Dans cet épisode, on va vous parler de deux films, Mute de Duncan Jones et La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Deux films à base de muets qui ont beaucoup fait parler d'eux lors de leur sortie. Le premier a été conspué, le deuxième porté au nu. Mais pas forcément à raison en ce qui nous concerne. Et on va vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'on en a envie. Mais carrément. Mute, La forme de l'eau, c'est tout de suite dans les dossiers pop culture. Commençons par Mute, quatrième film de Duncan Jones, qui n'est autre que le fils de David Bowie, mort en 2016, qui est d'ailleurs l'année de production de Mute. Ici, on va se concentrer sur le réalisateur et pas sur son génie de père. Duncan Jones qui avait réalisé Moon. Exact. Duncan Jones fut remarqué il y a quelques années avec son film Moon. Un petit film sympathique et contemplatif, voire un peu lent pour certains, mais qui avait vraiment la patte d'un auteur. Ça, au moins, on peut le reconnaître à Jones. Il est très très loin des studios mainstream qui aujourd'hui ne font que de copies, ou de réal bling bling façon Michael Bay. Ah ouais, tu défonces Michael Bay dès le premier épisode, ça y est, c'est la fête. Ah ouais, mais en même temps... Bon, ok. Revenons à moi. Bon, c'est sûr que Moon a eu son petit succès, mais du coup, Duncan Jones s'était attendu au tournant avec Mute et surtout qu'il le développait depuis 2006. Petit résumé. Dans un Berlin futuriste tendance cyberpunk, un barman, Léo, est muet depuis un accident survenu dans son enfance. Il ne vit que pour l'amour de sa vie, Nadira, qui rapidement disparaît mystérieusement. Deux chirurgiens américains borderline constituent son seul indice et Léo s'enfoncera dans les bas-fonds de la ville, lieu de luxure et de violence. On évitera de vous spoiler l'histoire. Ce qu'on veut ici, c'est vous apporter un regard différent sur ce film, parce qu'il a été descendu en flammes par une presse soi-disant spécialisée. Pourquoi ? Nous on sait pas trop. Partout on pouvait lire Mute, un film qui n'a rien à dire. Subtil, bravo. J'imagine pas les jeux de mots sur Dragon Ball. Effectivement, ça sent franchement la piche facile et le copier-coller à 2 francs. C'est pas parce que le héros de ce film est muet que le film, dans son thème, est mutique. Déjà, filmé dans ce Berlin du futur, vu où Jones vécut une partie de son enfance dans sa version contemporaine, est un choix assez original. La prédominance de couleurs bleues et roses aussi, malgré l'apport apparemment tardif de cette dominance qui en agaça certains. Pour nous, le choix est justifié et apporte une véritable opposition. D'un côté, une couleur froide, renvoyant aux aspects glauques et violents d'un monde où la vie ne vaut rien, et où même le sexe peut être fait par des machines. De l'autre, une couleur chaude, presque enfantine, soulignant l'humanité et la sensibilité du personnage de Léo, et le calvaire muet qu'il vit. La progression du personnage d'un être doux vers la colère s'en trouve d'ailleurs décuplée. Les acteurs et les personnages, c'est aussi un point fort du film. Aucun d'eux n'est consensuel. Ici, l'amour, la violence, l'amitié, le don de soi, tout ça forme un tout cohérent. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans Mute, en dehors du personnage principal, qui lui de toute façon est muet, chacun des personnages secondaires, dès lors qu'il décide de se taire, finira par subir les conséquences de ce mutisme. Les acteurs de Mute tiennent la route pour nous. Léo, joué par Alexandre Skarsgård, que vous avez pu voir en vampire Bellâtre dans la série True Blood, est plutôt convaincant. L'acteur joue beaucoup de son regard et n'hésite pas à mettre son image de playboy à mal pour les besoins du film. Alors, on aimera ou pas sa performance, mais la sincérité de sa démarche est palpable. Mention spéciale à Paul Rudd et Justin Theroux, impeccables dans leur interprétation de chirurgiens amis-ennemis que sont Cactus Bill et Duck. Et finalement, en ça, l'ensemble des personnages de Mute sont totalement cohérents à leur univers et à l'ensemble de la volonté du métrage et de ce qu'a voulu faire Duncan Jones. Après, tout n'est pas rose sous le soleil, ni bleu ni vert. Il faut quand même dire que le film contient quelques trucs bien pourris. Bon, c'est vrai que tout n'était pas parfait, on voit parfois les limites du budget dans certains effets spéciaux, et il y a des longueurs aussi. C'est sûr, mais franchement, sortir ce film à une époque où le public est complètement gavé de films d'heroic fantasy ou de super-héros, franchement, je trouve ça super rafraîchissant, quoi. Ça change. Au moins, Duncan Jones a eu cette originalité-là. De plus, je trouve que franchement, la fin laisse au spectateur l'espace suffisant pour se faire sa propre idée du film. Donc, avec son Mute, Duncan Jones n'a pas fait un film parfait, mais un petit ovni qui est vraiment sympathique, que je vous conseille de voir. Personnellement, moi je l'ai vu sur Netflix.
il est peut-être encore sur la plateforme. En tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à voir ce film. Et Moon aussi. Passons à La forme de l'eau de Guillermo del Toro. On va pas présenter le type, c'est un artiste solide, amoureux de genre et de monstres. Je veux dire, la filmo de ce mec est impressionnante d'amour. Il a le niveau de gars comme Sam Raimi ou Peter Jackson dans leurs meilleures années. Ça va vraiment me faire chier de dire ce qui suit. Tu vas quand même pas dire du mal de Del Toro. Non, pas que lui directement, mais disons que son film... On dit pas de mal de Del Toro. Ok, je vais essayer d'y aller cool. Tu lâches ce bouquin avant de commettre l'irréparable. La forme de l'eau, ou The Shape of Water en anglais, est le 10e film de Guillermo del Toro. Sorti en 2018, il raconte la vie d'Elisa, modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultra secret. La jeune femme mène une existence solitaire, d'autant plus qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent les expériences faites sur une étrange créature marine. Ce film a reçu d'excellentes critiques à travers le monde. Ça a été pour Del Toro un petit peu comme une consécration, quelque chose qu'il n'avait jamais eu jusqu'ici. Et chacun y allait de son petit hiatus, à l'instar de Mute. Là, c'était pour dire à quel point le film de Del Toro était magnifique, génial et grandiose. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui me chagrine dans l'histoire. Je m'attends d'ailleurs à ce que l'avis que je vais vous donner ne plaise pas à tout le monde. Attends, il y a quand même de très bonnes choses dans ce film. La direction d'acteur, la photo, les décors, l'ambiance sombre de la guerre froide, c'est du Del Toro tout craché et c'est bien fait. Oui, je suis d'accord, le gars maîtrise son sujet. Mais justement, pour un film de Del Toro, pour une fois, j'ai trouvé ça conventionnel, académique. Je suis désolé, mais pour une fois, j'ai trouvé le film chiant. Parce qu'en plus de 2 heures, ça raconte pas grand-chose. Une fille rencontre un monstre, sympathise avec le monstre, aime le monstre, aide le monstre à se faire la malle, point. Ok, j'utilise vachement le mot monstre. On pourrait me taxer éventuellement de résumer hâtivement l'histoire. Mais en gros, il se passe rien de plus. Et la routine en boucle du personnage principal n'apporte pas grand-chose à l'affaire. Je suis désolé, mais c'est chiant. Prenez Un jour sans fin avec Bill Murray. Le gars est carrément bloqué dans une faille spatio-temporelle. Et pourtant, les scénaristes arrivent à faire quelque chose de magnifique, la réalisation aussi, puisque le film n'est jamais chiant. Reste que les acteurs sont plutôt convaincants. Sally Hawkins est très expressive, Michael Shannon glaçant en méchant de service, et Richard Dawkins tout à fait crédible dans le rôle du voisin peintre. À ce niveau, c'est quand même très bon. Je dis pas le contraire. Surtout que certains des acteurs du film, franchement, je les aime beaucoup. Mais je sais pas, Del Toro avait déjà fait bien mieux avec ce genre d'archétype dans ses précédents films. Pour bien comprendre la déception que j'ai eue à propos de ce film, j'aimerais faire un petit parallèle avec un autre film de Del Toro, Le Labyrinthe de Pan. Dans ce film de 2006, Del Toro explose de talent et d'amour pour son sujet. La petite Ophelia surpasse sans peine Elisa dans sa représentation duel de la féminité grandissante. Le colonel Vidal, joué par Sergi Lopez, est l'un des méchants les plus effroyables de réalisme qu'il m'ait été donné de voir dans un film. Et je parle même pas de l'histoire ou de la fin, du subtil mélange entre la vie réelle et le conte de fées. Le Labyrinthe de Pan est à tous les niveaux un chef-d'œuvre, beau, fort, triste, passionnant. Et puis dans La forme de l'eau, il y a le problème Doug Jones. Ouais, là j'avoue, c'est difficilement défendable. Je te jure, j'ai failli chialer à ce moment-là, quoi. Oh. Oui, mais c'est Doug Jones quand même. Doug Jones est un acteur américain né en 1960 au physique et au jeu véritablement unique. Il apparaît dans la plupart des films des Del Toro depuis bien des années, parfois même dans plusieurs rôles. Disons que Doug Jones est à Guillermo del Toro ce qu'Andrew Serkis est à Peter Jackson. Dans les 2 premiers Hellboy, il incarne, aux côtés de Ron Perlman, l'excellent Abbé Sapiens, mais aussi d'autres créatures apparaissant ponctuellement dans les 2 films de la saga. Dans le Labyrinthe de Pan, il joue le magnifique faune, l'ogre, etc. Toutes ses prestations sont géniales, servies par des costumes incroyables. La première fois que j'ai vu Doug Jones, c'était dans l'épisode 10 de la saison 4 de Buffy contre les vampires. Il y jouait l'un des Gentlemen, un monstre muet de l'histoire. Je connaissais pas cet acteur à l'époque, mais la performance et la gestuelle de cette créature m'avaient tellement impressionné que lorsque je l'ai vu dans les films de Del Toro, je suis allé rechercher dans le générique de l'épisode de Buffy afin de voir s'il s'agissait du même acteur, ce qui était le cas. Et c'est bien ça le problème. Dans La forme de l'eau, Doug Jones est totalement inexploité. Je passe les scènes où il est remplacé par une copie numérique. Car, mis à part de brefs instants où il peut quelque peu se mouvoir, il passe son temps dans une baignoire à rien faire. Il reste là, comme un con. Et ça fout vraiment les boules quand on connaît le talent du bonhomme. Bon, ok, à ce niveau-là, c'est pas défendable. Mais tout n'est pas noir dans ce film. La critique de la société américaine pendant la guerre froide, du racisme, des inégalités, l'ode à la différence, l'amour de Del Toro pour les opprimés, les minorités et les monstres, la bêtise humaine exposée sans jugement démagogue, c'est quand même pas rien. Non, je le répète, le film a plein de qualités. Si un jeune réal avait pondu ça, je me serais dit, tiens, le mec se débrouille pas mal. Il copie un petit peu du Del Toro, mais franchement, sans atteindre le niveau de son père, le gars se débrouille bien.
Et c'est bien ça le problème. J'ai l'impression que Del Toro a essayé de se copier lui-même. En fait, une version PG-13 de ce que Del Toro est censé pouvoir faire. Et je veux dire, la relation entre l'héroïne et le monstre ne change pas grand-chose à l'histoire. Quand on voit les problèmes qu'il a eu pour financer les 2 premiers Hellboy, on comprend qu'il fasse quelques concessions pour avoir un public plus large et une meilleure reconnaissance. Oui, et c'est justement là-dessus qu'on terminera. Si La Forme de l'eau permet une reconnaissance mondiale à Del Toro, et qu'il peut produire son Hellboy 3, franchement, moi, ça me va, je suis content. Ici, au dossier Pop Culture, on adore ce gars. Si vous avez aimé La Forme de l'eau, je vous conseille d'aller voir les 2 Hellboy, et surtout le Labyrinthe 2. Et toute la filmo de Del Toro de manière générale. Voilà, le premier épisode des dossiers Pop Culture se termine. On espère que vous aurez pris vraiment plaisir à nous suivre. Donc n'hésitez pas à lâcher un com. À vous abonner. Oui, cliquez sur la petite cloche bleue aussi pour savoir un petit peu nos nouveautés. En ce qui nous concerne, on vous embrasse et on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut. Ciao.